Ok, alors bienvenue à vous qui êtes là pour parler du fait de se sentir responsable des autres et de savoir comment faire pour se libérer de ce poids qui est souvent quelque chose qu'on traîne depuis un petit moment. Donc le poids de ça, souvent on va le ressentir au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Ça va causer parfois des douleurs même physiques parce qu'on a, voilà, on a ce fardeau. L'autre, ça peut être nos enfants, ça peut être notre entourage, nos amis, ça peut être nos parents, ça peut être voilà des personnes qui nous tiennent à cœur et dont on va toujours se retrouver dans la situation de gérer à leur place. On va toujours être là pour eux, on va essayer de les aider, on va se rendre compte que eux, ben, ils mettent pas les choses en place pour eux et on va se dire, mais mince, moi je sais ce qui irait pour lui, pour elle, je vais essayer de l'aider. Voilà, c'est un fonctionnement qu'on a souvent avec tout notre entourage. Ce fonctionnement, il est quand même super pratique parce qu'il nous empêche de nous interroger sur nos problématiques à nous. Donc voilà, il est là aussi pour masquer la forêt. Du coup, on va aborder pourquoi on se sent responsable des autres, d'où ça vient au niveau de notre inconscient, au niveau de ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, et comment s'en libérer concrètement au quotidien. Alors la raison pour laquelle on se sent responsable des autres, ça va être le fait de prendre en charge les choses qui ne nous appartiennent pas. La définition, c'est vraiment ça, c'est qu'on va prendre des charges supplémentaires par rapport à déjà nous, ce qu'on a à vivre de notre côté, notre histoire, nos problématiques, nos situations. C'est pas suffisant, on va en prendre un petit peu plus. Ça peut être émotionnel, ça peut être matériel, ça peut être relationnel. Donc émotionnel, c'est souvent je prends sur moi pour éviter des conflits. J'évite de rentrer dans des choses trop épidermiques avec les gens. Donc je prends en charge en fait le fait de ne pas m'exprimer. Donc je rajoute ce fardeau à déjà ce que moi je vis. Je me rajoute le fait de ne pas parler, de ne pas m'exprimer, de ne pas me mettre dans la relation, de ne pas être celui qui amène le conflit ou celle qui amène le conflit dans la relation. Ça peut être matériel dans le sens où on va faire des choses à la place de l'autre. Je prends un rendez-vous à ta place. Je m'occupe de cette inscription que toi tu repousses alors que je sais que c'est bon pour toi. Voilà. C'est des choses comme ça, c'est vraiment au niveau matériel, au niveau faire quelque chose, concrétiser quelque chose. Et ça peut être aussi relationnel. Et là, on se sent responsable de devoir sauver cette personne, de devoir l'aider malgré elle, de devoir la sortir de cette situation où elle s'est mise toute seule. Et ça, c'est presque c'est le plus caché souvent. Souvent, on ne se rend pas compte de celui-ci parce que c'est vraiment un comportement instinctif qu'on a d'aller aider l'autre. C'est gentil, c'est humain. Mais souvent, ça cache un syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est le fait de se mettre dans la posture de celui qui aide pour être soi-même valorisé aussi. Donc ça peut être... la frontière est mince. Par exemple, ça va être dire, par rapport à ce que je viens d'expliquer, l'émotionnel, le matériel et le relationnel, ça peut être dire ça va quand on nous demande si ça va ou si ça va pas. Ça va. Ne vous inquiétez pas les autres. Je ne remets pas de charge sur les autres, je leur explique pas mon mal-être. Donc ça va. C'est bien. Donc moi, j'ai ma charge émotionnelle et en plus, je prends la charge de ne pas inquiéter l'autre. Je prends beaucoup en compte les besoins des autres. J'écoute beaucoup ce que les autres veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont envie, sans me poser la question de ce que moi j'aimerais vivre, de ce que moi j'aimerais concrétiser, de ce que j'aimerais avoir comme situation plutôt qu'une autre. Donc le groupe des 5 copines qui veulent aller à Lyon, et moi ça me pompe l'air d'aller à Lyon, je préférerais aller visiter Metz. Eh ben, je vais aller à Lyon en disant, ah ouais, ouais, c'est super Lyon, j'ai trop envie d'y aller. Ah non, en fait, ça me gonfle, j'ai pas envie d'y aller. Donc je me rajoute le fait de devoir cacher.
l'inconfort ou la pesanteur de la situation. Et en plus, je vis de la frustration parce que je suis à Lyon et pas dans la ville que moi j'avais envie de visiter. Donc toujours on se rajoute un petit peu des poids et donc on se les met bien en général sur la nuque, sur les trapèzes, sur les épaules. Ça peut même tirer jusqu'au coude, jusqu'au niveau des mains. C'est souvent là que ça va se passer. Les vertèbres cervicales et le haut des dorsales, ça va peser. Et on va aussi prendre des décisions ou porter des charges qui ne sont pas les nôtres en se mettant à la place de l'autre, puisqu'on a l'impression que on va l'aider en faisant ça. Mais la problématique, c'est lui, on le décharge de sa responsabilité. Ça peut être confortable pour lui, mais ça peut aussi lui renvoyer le fait qu'il n'est pas capable, qu'il n'y arrive pas, qu'il est faible, qu'il est vulnérable. Ça peut être très difficile à vivre. Et soi-même, on se rajoute la responsabilité de quelque chose qu'on n'avait pas besoin de prendre en plus. Donc d'où ça vient ce comportement compulsif d'aider l'autre? Ça peut venir de l'éducation. Donc on peut avoir grandi avec le message sois sage, reste tranquille, reste discrète, ne fais pas de vagues. On n'a pas trop envie de t'entendre. On aimerait que tu te fondes un peu dans le décor. Donc notre valeur, euh, elle est dans le fait de rester discret et de décharger les autres du poids de notre présence quelque part. Donc plus on va se tenir calme et à disposition des autres, plus on va être valorisé. Donc si on est valorisé quand on est petit, c'est un comportement qu'on va enregistrer comme étant un bon comportement, un comportement qui conditionne notre propre survie. En tant qu'animal social, l'humain, il est conditionné à écouter son clan. Et dès petit, il enregistre des messages, soit qu'on va lui dire oralement, soit des comportements, des situations qu'il va voir autour de lui, donc particulièrement de 0 à 6 ans. Et dans ces moments-là, il va voir que, d'accord, si je me comporte comme ça, je reçois de l'attention, je reçois de l'amour, je reçois quelque chose, donc je peux continuer à survivre, ou je reçois à manger, ou voilà. Donc si j'ai de l'attention, ça veut dire que je suis intégrée dans ce groupe, même si cette place n'est pas confortable, hein, même si on est le bouc émissaire d'un groupe, on a une place dans ce groupe. Donc voilà, parfois la place n'est pas confortable, mais en tout cas elle est connue. On reste dans l'environnement qu'on connaît, dans notre zone qui fait pas trop peur. Et notre cerveau va nous laisser dans cette place-là parce que tout ce qui est différent de ce qu'on connaît, ça fait peur. Et la peur égale la mort dans le cerveau. C'est très basique, hein. Si c'est de l'inconnu, ça fait peur, donc ça peut nous faire mourir. Ça peut aussi nous faire grandir, ça peut nous faire rencontrer d'autres personnes, ça peut nous faire évoluer, mais surtout, surtout, ça peut nous faire mourir, donc plutôt non. On évite, quoi. Donc la peur du rejet, si on a reçu des critiques, si on a reçu des punitions, quand on s'est exprimé, quand on a voulu faire les choses qui nous plaisaient, on va rester dans ce cocon de, voilà, je suis à ma place, je bouge pas, comme ça je ne suis pas rejetée par le groupe. On peut avoir aussi eu le schéma dans lequel on est devenu ce qu'on appelle le parent de nos parents quand on est petit. C'est-à-dire que c'est nous, en tant qu'enfants, qui avons pris la charge émotionnelle de nos parents. Parce que notre parent, à un moment donné, était émotionnellement immature et que nous, on a compris qu'il avait besoin de soutien. Et en tant qu'enfant qui aime inconditionnellement son parent, on va procurer du soutien à ce parent qui peut être défaillant, qui peut être pas bien. Et on va de ce fait grandir plus vite. On va devenir un enfant mature. Ah, c'est très très bien les enfants matures, on les glorifie, on les valorise, on dit que c'est génial. Sauf qu'en fait, un enfant qui à 12 ans est capable de gérer des trucs qu'un adulte sait faire, c'est un enfant qui a vécu des traumas. C'est un enfant qui a été mis dans des situations qu'il n'aurait pas dû vivre, il n'aurait pas dû être responsable à ce niveau-là. Donc ça, si c'est quelque chose que vous avez vécu, sachez que ça laisse des traces et ça peut expliquer ce besoin de s'occuper des autres, ce besoin de procurer de l'aide, ça peut redonner cette place qu'on avait par rapport à notre parent. Les familles où les conflits étaient latents mais n'étaient pas exprimés. Ça, c'est pareil, ça peut donner des choses où on a envie d'aider l'autre parce qu'on sent bien que ça ne va pas.
Donc, pareil, en tant qu'enfant, on a imbibé hein, ces situations où c'est émotionnellement très tendu. Et donc, on a envie d'aider parce qu'on a envie que ça s'apaise, que ça s'allège et qu'on puisse aller vers quelque chose d'agréable à vivre. Donc, on prend ce rôle sur nous en tant que petit. Et pareil, la petite fille sage, la petite fille qui arrange, la petite fille gentille qui ne dérange pas, si on a reçu de la valorisation par ce biais-là, aujourd'hui, le fait de dire non, ça contrevient complètement à ce schéma. Si on dit non, on n'est plus la petite fille gentille, on n'est plus la petite fille sage. Et si on n'est plus ça, on sort de la place qu'on nous a attribuée. Et donc, comme on sort de ce qu'on connaît, peur, peur, mort. Donc, c'est trop flippant. Donc on dit pas non, on dit jamais non, parce que ça nous maintient dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on sait faire. On a eu le temps en 10, 20, 30 ans de peaufiner l'aspect de la petite fille super sage et tout ça. Et donc si maintenant on se met à dire non, bah, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qu'on connaît depuis 10, 20, 30 ans? Ça va totalement modifier les relations, ça va nous mettre en danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce schéma qui est bloquant, puisque ce schéma nous empêche de vivre nos propres besoins, de nous écouter en premier et de nous faire passer en premier? On va déjà essayer de prendre conscience des moments où ça se joue. Donc, le mécanisme avec la pression de se dire, tiens, il y a ça qui est à gérer. Souvent, c'est gérer le mot. On gère. En tout cas, on a l'impression. On gère, on contrôle. Donc, si on contrôle, c'est bien. Sauf que finalement, est-ce que c'est ton rôle à toi de gérer cette situation-là? Est-ce en prenant cette situation à gérer ou cette démarche à faire, est-ce que finalement on répond à une demande explicite d'aide de la personne? Ou est-ce qu'en fait on prend les devants pour ne pas que la personne demande de l'aide? Donc si déjà la personne n'a pas exprimé quoi que ce soit, peut déjà se dire que c'est peut-être pas la bonne chose à faire que de prendre en compte cette démarche, enfin de commencer cette démarche. Essayer de faire la différence entre apporter de l'aide de façon saine, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas pesant pour soi, qui soit à la juste valeur de notre énergie qu'on a à donner, de notre envie d'aider cette personne, et la charge excessive qui fait que ça tourne en boucle dans la tête, c'est lourd, on va procrastiner pour le faire, on va le repousser, on n'aura pas envie, on va traîner les pieds. On va sûrement le faire mal en plus parce qu'on n'a pas envie profondément de le faire. Ou alors on va se forcer à le faire bien, mais ça va nous coûter très très lourd énergétiquement. Donc on va être épuisé de faire ces démarches, de donner cette aide-là. Donc une fois qu'on a pris conscience, on peut essayer de reprogrammer la croyance qu'on avait par rapport à ça. Donc la croyance, c'est si je ne gère rien, il va y avoir un problème. Si je ne suis pas parfaite, je vais être rejetée. Voilà, il y a toujours une phrase qu'on a engrangée. Donc chaque personne l'a conçue de sa manière à elle. Donc il y a plusieurs phrases qu'on peut tester en voyant celle qui fait tilt quand on la relit à haute voix. Cette phrase-là, une fois qu'on l'a identifiée, on va essayer de visualiser l'inverse. On va imaginer la situation dans laquelle je m'exprime, dans laquelle je dis non, dans laquelle c'est pas moi qui prends en charge ce qu'on me demande de prendre en charge parce que ça ne me convient pas. Et donc le fait d'imaginer ces situations-là, on va habituer notre cerveau, qui lui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est visualisé. Il pense que tout existe. Donc ce qu'on visualise avec ce non, avec je pose mes limites, avec je n'accepte pas, etc., on va entraîner notre cerveau à sortir un pied de la zone qu'on connaît, à sortir un pied de ce schéma qui est bloquant pour nous. Et on va essayer de ressentir dans notre corps aussi ce que ça implique. Qu'est-ce que ça crée dans notre corps? Est-ce que ça crée de la curiosité? Est-ce que ça crée de l'allègement? Est-ce que ça crée de la peur? Est-ce que ça crispe? Est-ce que ça serre? Est-ce que... Voilà.
qu'est-ce que je ressens à force de visualiser ma personne en train de m'opposer ou ma personne en train d'arrêter de faire comme elle fait d'habitude et de changer ma façon de faire. Donc ça, c'est la partie changement de paradigme, changement de croyance. Et à la suite, quand on sent que ça commence à être un petit peu plus fluide dans ces visualisations, quand on sent que ça devient moins compliqué de se visualiser le faire, on va pouvoir apprendre à poser nos limites et à justement le créer dans la réalité, le rendre concret. Donc on va pouvoir euh, essayer de dire non dans des situations dans lesquelles on ne veut absolument pas prendre cette charge en plus. Donc on va pouvoir dire, je comprends que ce soit difficile, mais je ne peux pas gérer ça pour toi. On va pouvoir dire, et ça c'est une phrase très très forte, j'ai confiance en toi pour trouver une solution. Ça, c'est une phrase hyper importante parce que à la fois, on donne notre confiance, à la fois, on valorise l'autre et à la fois, on lui donne de l'espoir parce que il va pouvoir se dire, oh, si cette personne pense que je peux, alors peut-être que je peux. On ouvre un tout petit coin de possibilités, on ouvre une nouvelle porte pour la personne et peut-être qu'elle va pouvoir enfin se dire, ah mais oui, oui, peut-être que je suis capable de le faire. Oui, en fait, je vais prendre cette responsabilité qui est la mienne, je vais arrêter de la remettre aux autres, je vais la reprendre pour moi. Et donc, on redonne du pouvoir à l'autre en disant ça. On peut aussi expliquer, je ne suis pas disponible pour ça, mais je peux t'aider autrement. Autrement, ça veut dire que c'est moi qui reprends la main et qui dit, OK, je ne peux pas t'emmener à ce rendez-vous parce que c'est trop loin pour moi. Par contre, je sais que ça va te remuer et donc je t'appelle à la sortie du rendez-vous. Comme ça, on évite ce déplacement, on évite le fait d'attendre la personne à la sortie, etc. Parce que ça, c'est trop lourd pour soi. Mais on se dit, je te donne rendez-vous à l'issue, on s'appelle, on en discute. Et là, c'est moi qui ai choisi ce que je donne comme aide à la personne. C'est moi qui ai choisi comment j'apporte mon soutien à cette personne. Et c'est pas moi qui souffle et qui suis dans la voiture. Oh, elle me fait braire, je suis encore en train de l'emmener partout, c'est pas possible, parce que là, c'est nous qui avons cette charge. C'est nous qui sommes dans notre frustration d'avoir accepté quelque chose qui était trop lourd et qui était, en fait, finalement, qui ne correspondait pas à notre niveau d'énergie, à notre niveau d'engagement dans la relation et qui nous pèse et qui vient s'écraser sur nous. Ça peut aussi créer des migraines, hein. Quand on dit ça me prend la tête, on peut avoir une barre aussi, on peut avoir mal derrière les yeux, on peut avoir des choses qui nous compressent à ce niveau-là parce que justement c'est trop. Donc le fait de dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, mais c'est se choisir, se faire passer en premier. Et c'est toute la différence. Le non, c'est un engagement envers soi-même. Donc c'est pas forcément quelque chose dont il faut avoir peur dans le sens ça va casser une relation. Au contraire, plus vous allez vous écouter dans une relation, plus vous allez être vrai avec vous-même et plus vous allez pouvoir avoir une belle relation avec la personne. Si vous vous autorisez à écouter vos limites, vous l'autorisez à écouter ses propres limites aussi. Si vous l'autorisez, si vous vous autorisez à dire non, vous l'autorisez à dire non aussi. Et donc à se respecter finalement. Donc le fait de pouvoir prendre conscience de comment ça fonctionne, d'essayer de reprogrammer la croyance en identifiant la phrase qui nous bloque, et ensuite de poser nos limites une fois qu'on a visualisé plusieurs fois le fait de le faire, on le rend concret dans la matière, là on va pouvoir sortir de ce schéma de j'aide l'autre, je donne. Et quand j'aurai plus une seule parcelle de peau, quand j'aurai plus un seul vêtement, qu'est-ce qui va me rester finalement? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste intègre au niveau de ma personne, au niveau de ce qui est mon territoire, mes limites, pour pouvoir correctement aider l'autre? Et pour éviter aussi le fait de perdre son énergie comme ça, de tellement donner. Alors c'est gentil, c'est admirable, hein, Sœur Teresa et compagnie. Sauf que, Mère Teresa, pardon. Mais non, en fait, c'est... Mère Teresa, elle donnait pas d'elle-même. Elle était soutenue dans sa tête par Dieu.
c'était pas elle qui donnait, c'était elle donnait l'aide de Dieu. Donc elle c'était OK pour elle puisque elle trouvait sa force ailleurs. Mais si nous, on part de nous-mêmes et qu'on donne et qu'on donne et qu'on donne, à un moment donné, le réservoir, bah, il est vide. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, des témoignages par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre, bah, soit là tout de suite en live avec votre micro, soit dans le chat. Je vous écoute si vous avez envie de participer. Ben moi, tiens, je vais me lancer. Moi, je trouve que ça résonne vraiment en moi. Euh, et c'est bien d'entendre ça de ta part, c'est que ça fait écho. Et enfin, moi, personnellement, je me suis imaginée dans les situations que tu as pu citer. Et il est vrai qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à soi parce que une fois qu'on a perdu toutes nos plumes, eh ben, elles ne repoussent plus, quoi. Ou difficilement en tout cas, ça met du Plus temps. difficile. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est faire attention à son propre niveau d'énergie, c'est ne pas dire oui tout de suite quand quelqu'un nous propose quelque chose, mais se poser 2 minutes et dire, OK, est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis assez en forme? Est-ce que ça me donne envie? Est-ce que dans mon corps, je ressens de la joie d'accepter ça ou est-ce que je ressens une énorme pesanteur? Si je ressens de la pesanteur, pourquoi? Est-ce que c'est une partie de la situation qui me pèse? Est-ce que c'est cette relation avec cette personne? Est-ce que c'est, si je propose autre chose, est-ce que ce sera plus cohérent? Mais en tout cas, prendre le temps de s'interroger, surtout au niveau du corps, c'est très important pour donner la meilleure réponse à la personne, qui sera respectueuse de soi et de la personne aussi. Mais c'est pareil, il y a le problème de la spontanéité. Par exemple, moi, je me souviens dans mon enfance, on ne me laissait pas le temps de réfléchir. C'était bon, tu vas répondre ou quoi? Bon, alors, je t'ai parlé là. Mm. Et tu sais, à force d'être toujours acculé à devoir répondre bêtement comme un animal qu'on tape et qui doit marcher, eh ben, je pense que moi, ce schéma-là, il a résonné en moi. Et je suis quand même contente de prendre conscience bien tard, soit, mais au moins de ne plus être ce petit singe de boutique qui fait des grimaces et qui écoute ce qu'on lui a toujours mis en tête et imposé d'une certaine façon par rapport au clan. Ça, je suis tout à fait d'accord. La Mm. place dans la famille ou même dans le cercle amical, etc., on peut avoir des espèces de schémas qu'on répète pour toujours être, pas au top, mais toujours être, répondre tout de suite en premier, toujours en premier lieu, alors qu'on ne pense pas à soi, c'est vrai. Mm. Merci. Avec plaisir. Concernant, Oui, Sylvie, pardon. concernant les conflits, le fait de dire non engendre parfois donc bah, des conflits et ça pompe l'énergie aussi parce qu'on se respecte, on dit non, mais en même temps, en retour, on a des choses très désagréables à vivre et qui sont aussi parfois lourdes à porter. Donc on est des fois dans un paradoxe. Mm. C'est vrai qu'on a, on peut, selon la manière dont on amène le non, il peut créer de la résistance de l'autre côté. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est dire euh, tu m'as demandé ça, tu machin et tout. Et le fait de partir de je en disant je ne me sens pas capable de le faire, je n'ai pas envie de le faire parce que ça va me coûter. En passant au je, Mm. on va déjà désamorcer cette violence qu'on va renvoyer à l'autre. Le but Oui, n'est pas de renvoyer une bombe, hein. C'est vraiment le but, c'est de dire, tu m'as demandé ça, j'entends que tu aies besoin d'aide là-dessus. Par contre, je ne pense pas être la bonne personne en ce moment pour pouvoir t'aider. Je ne pense pas pouvoir t'aider sur 100% de ce que tu me demandes, ou je ne serai disponible que samedi. Si la personne demande 3 jours, on dit, voilà, moi je ne suis disponible que le samedi, après-midi. Et ce ne sera pas plus que ça. Et le fait de poser ses limites, ça va créer de la friction au départ quand on a l'habitude. C'est sûr que la personne en face, si ça fait 30 ans qu'on lui dit oui,
Ah bah, le Mm. premier non, c'est incompréhensible, c'est inentendable, c'est une révolution incroyable. Mais en prenant le temps de le présenter, de l'expliquer, sans se justifier, le but n'étant pas de se justifier, mais le but étant vraiment de partir de soi en disant, écoute, là, c'est pas possible pour moi, je ne le souhaite pas, je ne me sens trop fatiguée, je n'ai pas le temps, voilà. Ça permet aussi à l'autre de se dire, ok, peut-être que cette personne, finalement, au bout de 30 ans, elle a conscience de ses limites. Peut-être que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais demander à cette personne. Il peut y avoir une remise en question de l'autre côté si la personne est ouverte au dialogue. Après, on peut tomber sur des personnes qui, C'est ça. voilà, on peut être sur des comportements obtus. Mm. Et ça, enfin, je veux dire, on ne peut rien faire. La seule chose à faire quand on prend cette décision de dire non, c'est d'être parfaitement sûr de soi et parfaitement, vraiment partir de notre propre pouvoir, de notre propre capacité. Plus on va s'affirmer dans ce non, plus il va être, on va dire, plus il va sortir de notre cœur, de nos tripes, plus il sera fort en fait. Si on amène un non un peu tremblant, bah, l'autre personne, elle va pas l'accepter. Par contre, si on pose un non ferme, explicable, logique et finalement inattaquable, et ben dans ce cas, la personne, elle ne peut que dire ben ok, parce qu'il y a plus de raison de venir chercher une faille ou quoi. À un moment donné, si moi je dis je suis trop fatiguée pour ça, même si la personne elle dit ah ben tu mens, tu trucs et tout, si moi je sais que je suis trop fatiguée, si j'en ai conscience, si je le vis dans chaque cellule de mon corps, peu importe finalement ce que l'autre va me dire, t'es une menteuse, de toute façon tu ne fais rien, je te connais, etc. Mais ça c'est son avis à elle, ça la regarde. Ça m'impacte pas puisque c'est sa vision à elle de moi. C'est pas ma vérité en fait. Et le regard de l'autre sur soi et soi, faut bien prendre conscience que c'est pas la même chose. C'est ce que l'autre projette sur nous lui appartient. Je veux dire, si maintenant quelqu'un arrive que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève et qui m'insulte de tous les noms, ça va sûrement m'atteindre un petit peu parce que c'est violent, etc. Mais quelque part, je me dis, mais ça n'a aucune espèce de vérité. C'est un peu plus compliqué quand c'est des gens qu'on connaît, parce que c'est souvent les plus intimes qui font le plus mal, mais toujours garder à l'esprit que finalement, c'est leur vision, c'est leur manière de vivre à côté de nous, et c'est pas la vérité, c'est pas la réalité, c'est le fait de plaquer leurs attentes aussi. Et s'ils mettent beaucoup d'attentes en nous, encore une fois, ça les regarde. Et c'est eux qui s'exposent à être déçus. S'ils mettent beaucoup d'attentes sur nous et que nous, en fait, on n'a pas envie de prendre ces attentes. En fait, c'est notre droit le plus strict de ne pas répondre à ce que les gens plaquent sur nous. C'est un droit humain. Et ça fait pas ça fait pas de nous quelqu'un de méchant, quelqu'un d'agressif, quelqu'un d'incapable, tout ça, c'est des jugements qu'on va avoir sur nous-mêmes, sur l'autre, de la part de l'autre, sur nous-mêmes, mais c'est pas la réalité, en fait. Nous, on sait de quoi on est constitué à l'intérieur. En tout cas, on essaie. Mais c'est notre personne, notre cœur qui va être la boussole pour avancer. Et pas ce que chacun autour pense ou dit. Voilà. On dit souvent, oui, je suis la somme des 5 personnes que je côtoie le plus. Bah, je suis pas sûre que ce soit la réalité en fait, parce que finalement, ces 5 personnes qui sont autour de nous, elles plaquent des choses sur nous. Il y a l'expérience, il y a notre histoire commune, il y a ce qu'elles ont envie de voir quand elles vont bien, ce qu'elles ont envie de voir quand elles vont mal. Mais tout ça ne change pas notre personne à nous. Donc voilà, il faut juste essayer de démêler un petit peu tout ça et quand on oppose un non à quelqu'un, le présenter de la manière la plus juste, en fait, la plus cohérente avec nous-mêmes pour qu'il soit reçu d'une belle manière, en fait. Parfois, ce sont nos émotions
comme on entendait parler, je ne sais plus comment c'est son prénom, c'est la spontanéité. Euh, des fois, la spontanéité, bah, on répond parfois pas de la bonne façon parce que ça nous prend, ça nous touche en plein cœur et l'émotion fait que ben, on n'a pas la bonne façon de réagir quand on émet un non. Euh, Ça peut être entendu violemment et en contrepartie, on peut être nous aussi violent parce que ça nous touche. C'est ça, enfin pour moi, c'est encore des fois la problématique, quoi. C'est stable émotionnellement. Hmm. Plus, plus tu vas remettre le pouvoir de te déstabiliser à l'autre, et Mm. plus effectivement, quand tu recevras des choses, ça va te toucher en fait. Ouais, ouais. Plus tu vas te connaître et plus tu sauras ce que tu as à l'intérieur, moins l'effet sera intense quand tu vas recevoir justement des mots, des phrases, des refus, des choses comme ça en fait. Quand on te refuse quelque chose à toi, ce n'est pas le refus de ta personne. Mm. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut pas se sentir forcément impacté individuellement quand le non nous arrive à nous aussi. C'est un non dans une situation, c'est un non qui fait, qui est, on va dire, qui est dans le temps. Il est temporel parce que l'autre, soit à ce moment-là, ça se rencontre pas. Mais ça ne Mm. veut pas dire que nous, on est refusé, qu'on est rejeté. Et Mm. plus on a vécu des situations de rejet dans Mm. notre vie, plus on va être touché par ça. Et le but, c'est justement de venir désamorcer ces situations pour que ce ne soit plus impactant. En fait, ça vient réactiver des choses. C'est Et ça. une fois que ces situations sont désactivées, tu n'as plus de raison en fait, de te sentir touché jusqu'au cœur, transpercé quand quelqu'un te dit non ou quand tu es obligé de dire non. Le fait d'apaiser émotionnellement, et c'est ce qu'on fait avec la méthode de libération des émotions, avec la méthode d'Eri, c'est justement d'aller retrouver les épisodes de rejet, les épisodes où les situations ont été difficiles, où on n'a pas pu être nous-mêmes pour pouvoir redescendre tranquillement. Voilà. Je vous remercie Merci à toi, Noé. pour votre présence. Merci, Noémie. Noémie, tu as vu ce que j'ai écrit sur le... Il y a le fait de faire de la place à l'autre, car sinon on pense qu'il ne va pas le faire et qu'il devrait. Ouais. C'est toujours effectivement la notion de place qui peut être un petit peu compliquée, mais plus on s'assure soi-même et plus on est au bon endroit au bon moment. Voilà. Bon, C'était un... merci à vous. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée et à Merci, Ben. bientôt. À Merci. bientôt, Noémie. Merci. Merci.